Bien, bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous rencontrer. Bienvenue à Transparency pour les nouveaux arrivants. Je suis très heureux de vous rencontrer. En plus, c'est la première réunion à laquelle je participe en tant que président de Transparency France, puisque j'ai remplacé Daniel Lebègue, qui était atteint par le cumul des mandats à la fin du mois de mai dernier. Donc, pour vous accueillir, il y a Alain Champigneux, il y a aussi Catherine Pierce, qui est au dernier rang, très modeste, qui est vice-présidente de l'association et qui s'occupe en particulier d'un certain nombre de questions judiciaires. Olivier Luneau, l'homme aux lunettes à branches rouges, qui est donc chargé des relations avec les entreprises. Bon, Alain que vous connaissez. Et dans l'équipe, donc il y a Anne qui s'occupe de tout ce qui est communication. Oui. Catherine avait été présentée, mais je crois qu'Olivier pensait à autre chose à ce moment-là. Donc Anne Bois, chargée de la communication, Elsa qui s'occupe du plaidoyer, Julien qui s'occupe des rapports avec les membres et d'un certain nombre d'opérations de communication. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un ? Annick de Martel qui s'occupe aussi du centre d'aide judiciaire. Voilà, et vous-même, excusez-moi, une nouvelle qui vient d'arriver, rappelez-moi votre... Karine, qui nous aide à la communication pendant 6 mois. Voilà, donc assez rapidement, je suis chargé de vous dire quelques mots de l'actualité de Transparency. Je crois que Transparency France, vous connaissez, donc c'est une association française qui s'occupe depuis maintenant une vingtaine d'années de lutter contre la corruption sous toutes ses formes et qui est non pas la filiale, mais qui fait partie du réseau Transparency International, qui est une ONG mondiale qui siège à Berlin et qui a été créée il y a un peu plus d'une vingtaine d'années pour s'occuper de la lutte contre la corruption dans le monde. Et il y a un peu plus de 100 sections dans le monde, dont la section française. Les sections ont une assez grande autonomie, mais bien sûr doivent suivre la politique générale, ou en tout cas l'approche générale du mouvement. Et d'ailleurs, tous les 3 ou 4 ans, nous avons une habilitation qui doit être reconduite. Jusqu'à présent, elle a toujours été reconduite. Donc dans ce cadre-là, l'association a un budget d'à peu près 500 000 euros. Grâce à vous et grâce aux entreprises. Elle a 7 ou 8 salariés et un assez grand nombre de bénévoles. Et elle a développé 3 grands axes d'action. Un premier axe, je dirais traditionnel, vis-à-vis des pouvoirs publics, de l'État, des collectivités locales, avec une activité dite de plaidoyer, qui est donc de faire progresser les choses pour lutter contre la corruption en adoptant des textes, en adoptant des bonnes pratiques. L'association s'est plus distinguée de cette façon-là qu'en agissant directement pour attaquer les responsables de la corruption. D'autres associations étant plus, si j'ose dire, spécialisées dans le name and shame et les procès. Mais nous-mêmes, on pourra en reparler tout à l'heure, nous avons été amenés quand même à nous porter partie civile dans des grands procès anti-corruption. Donc ça, c'est un premier bloc de lobbying auprès des pouvoirs publics, et Elsa en reparlera tout à l'heure. Il y a un deuxième bloc à destination des entreprises, parce que dès le départ, Transparency, le mouvement, s'est intéressé aux entreprises, et donc c'est à développer des démarches de partenariat avec un certain nombre d'entreprises qui souhaitaient, de façon volontaire, lutter contre la corruption et développer une culture de probité et d'intégrité dans ces entreprises, que ce soit en France, mais aussi dans toute une série d'autres pays. Et donc nous avons des rapports très suivis avec une trentaine d'entreprises qui participent à notre financement, mais qui, sous notre contrôle et notre supervision, mettent en place des programmes de conformité ou d'éthique à l'intérieur de l'entreprise. Et c'est évidemment quelque chose de très important pour nous. Et puis, nous avons une troisième action qui est à l'égard des citoyens, à l'égard de vous-même, à l'égard de tous ceux qui se mobilisent contre la corruption, avec donc des campagnes de pétitions et aussi l'ouverture, il y a maintenant 3 ans, de ce qu'on appelle le CAJAC. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un village du Sud-Ouest, c'est le Centre d'aide juridique, je crois, et d'action citoyenne, qui est un lieu auquel plusieurs participent. Nous avons là, vous avez là 2 des responsables du CAJAC, et qui reçoit donc un certain nombre de signalements de la part des citoyens,
soutien, des demandes d'aide pour se lancer dans des actions, et qui nous a amené, dans le cadre du soutien à un certain nombre de citoyens, de faire des signalements au parquet, ou même de porter plainte à plusieurs reprises. Donc voilà globalement ce qu'est Transparency. Après, sur notre actualité, je vais aller assez vite pour laisser parler mes collègues, vous puissiez poser des questions. Bon, vous avez vu que depuis plusieurs années, on a eu une actualité très chaude en matière de plaidoyer, de législation en faveur de la transparence, de la moralisation de la vie publique, de lutte contre la corruption. Transparency a été très actif depuis l'affaire Cahuzac, en fait, avec la grande loi de 2013 et bien sûr aussi la loi Sapin II qui est intervenue à la fin 2016, et la loi, alors, qui n'est pas la loi de moralisation, qui est la loi pour la confiance dans la vie politique, qui vient d'être promulguée. Et donc nous avons eu un très gros travail pour faire progresser nos idées. Ceux d'entre vous qui nous avaient rejoints il y a quelque temps savent que nous avions interpellé les candidats à la présidence de la République, et notamment M. Macron, sur 11 propositions, que nous avons interpellé le Parlement sur 6 propositions. Elsa va en dire un mot tout à l'heure. Et donc, je ne dis pas que l'heure du bilan est venue, puisque la loi est sortie. Nous avons un certain nombre de sujets de satisfaction, parce qu'on constate quand même des progressions sur un certain nombre de points que Transparency avait portés. Mais il reste beaucoup à faire. Nous avons fait un communiqué récemment, parce que le président de la République se félicitait de ce qui a été fait. Nous avons dit oui, mais le chemin est long. Et en particulier, dans les temps qui viennent, nous allons être très vigilants, d'une part, sur la réforme constitutionnelle qu'on nous promet, mais dont on voit qu'elle n'est pas facile à mettre en œuvre, avec plusieurs sujets qui nous importent depuis longtemps. Le premier qui est l'indépendance du parquet et de la magistrature, pour lequel Transparency milite depuis des années et qui est normalement à l'ordre du jour de cette réforme constitutionnelle, et aussi la limitation du cumul des mandats dans le temps à 3 mandats, qui sont 2 des points qui ont été portés par Transparency. Il y a aussi un certain nombre de points sur lesquels nous avons attiré l'attention du président de la République, et en particulier deux ou trois sujets qui nous paraissent très importants. C'est comment promouvoir une culture d'intégrité et de lutte contre la corruption dans les collectivités locales, qui sont les grandes oubliées de la loi Sapin II. Vous savez que les entreprises doivent maintenant mettre en place des plans de lutte contre la corruption. Ça n'est pas le cas des collectivités locales. Donc c'est un thème dont Transparency se saisit à la fois d'une façon volontariste, parce que nous aimerions pouvoir faire avec un certain nombre de collectivités locales ce que nous faisons avec les entreprises, c'est-à-dire motiver ceux qui sont motivés à développer une culture d'intégrité, et puis aussi sur le plan réglementaire, trouver des mécanismes pour inciter systématiquement les grandes collectivités publiques à mettre en place des dispositifs anticorruption à l'intérieur de leur organisation. Donc ça, c'est un grand sujet. Il y a un deuxième sujet qui n'est pas achevé non plus, qui est le contrôle du financement des campagnes électorales, et en particulier de la campagne présidentielle, sur laquelle nous avons fait des propositions pour éviter que se reproduise une affaire de type Malion, où vous avez finalement une certaine porosité, pour parler poliment, entre les comptes d'un parti politique et les comptes d'un candidat, qui est un grand sujet également. Et puis peut-être un troisième sujet important aussi, qui est sur le lobbying, où, vous le savez, la loi Sapin II a imposé la mise en place d'un registre, mais nous considérons que le décret qui prévoit l'application de ce registre est largement insuffisant pour répondre à notre objectif de traçabilité du lobbying et de lobbying responsable. Donc là, nous avons du travail. Nous avons, dans le courant du trimestre qui vient, un moment très important qui est le procès des biens mal acquis concernant la Guinée équatoriale. Vous savez que Transparency, il y a maintenant une dizaine d'années, a porté plainte contre 3 familles dirigeantes, l'une en Guinée équatoriale, la seconde au Gabon et la troisième au Congo. Et la première affaire a été jugée devant le tribunal correctionnel. Le vice-président de Guinée équatoriale a été jugé au mois de juin. Et nous attendons la décision le 27 octobre du tribunal correctionnel. Mais au-delà de ça, se pose une question très importante qui est, si finalement ce vice-président est condamné, une partie de ses biens en France ont été saisis, notamment un hôtel particulier, des voitures, il y en a pour plus de 100 millions d'euros. S'il est condamné et que le tribunal correctionnel confisque
finalement c'est bien, eh bien la loi française prévoit que ça va au budget général. Alors ça diminuera un petit peu le déficit, mais enfin pour les populations de Guinée équatoriale, c'est quand même pas l'idéal, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc il faudrait que nous trouvions des mécanismes qui permettent de retourner cet argent, sous forme de programmes de développement ou autres, aux populations qui ont été victimes de cette grande corruption. Et donc nous organisons à la fin du mois de novembre un colloque international pour réfléchir justement à la façon dont nous pourrions proposer une loi au pouvoir public français relativement rapidement pour mettre en œuvre cette restitution des biens mal acquis. Donc pour nous, c'est un point évidemment très important. On vit notre actualité, mais on a donc recueilli les engagements des candidats à l'élection présidentielle et donc aujourd'hui, nous avons des engagements qui sont ceux du président Emmanuel Macron. Et donc ça nous permet aujourd'hui d'aller rencontrer ses conseillers, rencontrer les membres du gouvernement, rencontrer voilà, les parlementaires pour entamer un dialogue qui vise justement à ce que les engagements qui ont été pris pendant la campagne se traduisent par des réformes dans les années qui viennent. Donc les 11 recommandations, c'est celles donc, que notre président vient d'évoquer. Et parmi celles qui vont probablement faire l'actualité dans les mois qui viennent, il y a évidemment celle de l'indépendance de la justice, donc à la fois l'indépendance du parquet et la réforme du Conseil supérieur de la magistrature. C'est une réforme auquel on tient beaucoup pour n'en citer qu'une, mais les 11 sont très importantes. Voilà. Alors, peut-être qu'on peut passer à la slide suivante. Voilà. Deuxième campagne qu'on a conduite pendant la période de campagne, cette fois campagne législative. On a publié un rapport Parlement exemplaire que vous trouverez sur notre site internet et qui contient en fait 6 grandes recommandations avec des sous-recommandations pour chaque recommandation et qui vise un peu à partir du diagnostic que l'on fait des failles, on va dire, en matière de transparence au sein du Parlement à porter nos recommandations. Certains partis, dont La République En Marche, qui est donc le groupe majoritaire aujourd'hui à l'Assemblée nationale, se sont engagés en faveur de ces 6 recommandations. Donc des recommandations qui concernent aussi bien la transparence de l'IRFM, donc les frais de mandat des parlementaires, pour lequel la loi a imposé le principe, mais toute la mise en œuvre reste encore à déterminer. La transparence des comptes du Parlement, la transparence, le statut des collaborateurs. Là, c'est pareil, le principe a été voté, mais la mise en œuvre reste entièrement à faire. Et donc, c'est un dossier à suivre. L'interdiction des emplois familiaux, ça a été adopté pendant la loi Confiance cet été. Le renforcement des pouvoirs du déontologue et la prévention des conflits d'intérêts au sein du Parlement, 2 dossiers qui devraient avancer puisque des groupes de travail ont été mis en place par le président de l'Assemblée nationale qu'on va suivre activement. D'ailleurs, ce sont des groupes de travail auxquels chaque citoyen peut contribuer, donc n'hésitez pas à contribuer, quitte à reprendre les recommandations de Transparency International. C'est aussi comme ça qu'en tant que membre, vous pouvez nous aider à porter un peu nos recommandations. C'est en participant à des consultations publiques et en diffusant les recommandations qui sont les nôtres. Voilà pour le Parlement. Et dernier point que je vous propose d'aborder, c'est la loi Confiance, donc cette fameuse loi de moralisation devenue loi Confiance dans la vie publique puis dans la vie politique, parce qu'elle a changé de nom plusieurs fois, mais donc qui a été adoptée cet été, le 9 août, validée par le Conseil constitutionnel le 15 août, qui contient certains engagements, par exemple l'interdiction des emplois familiaux dans les cabinets, donc soit auprès des parlementaires, mais aussi dans les cabinets ministériels ou dans les collectivités territoriales, même si c'était déjà le cas pour les collectivités territoriales de fait. Donc ça, c'est une mesure qui a été faite. Pour le reste, en orange, on a des mesures sur lesquelles on a avancé sur le plan des principes, on a acté les engagements, mais la mise en œuvre, et on sait bien à quel point une réforme se juge aussi, la qualité d'une réforme se juge aussi à sa mise en œuvre, reste encore à conduire, donc des sujets qui sont encore en suspens pour les mois qui viennent, mais sur lesquels normalement les choses sont sur les rails, et puis des sujets qui font partie des engagements pris pendant la campagne, pour lesquels on n'a pas encore avancé dans cette loi. Donc
cette loi n'avait pas forcément vocation à tout traiter, mais en tout cas, voilà, il reste des chantiers qu'on va suivre pour les 5 ans qui viennent, et non des moindres, que ce soit la publication des dépenses électorales, effectivement, donc tout ce qui concerne le financement des partis politiques et des partis, notamment en période de campagne présidentielle, tout ce qui concerne la prévention de la corruption dans les collectivités, la régulation du lobbying, l'indépendance de la justice, tous ces sujets que Marc-André Pfeffer a évoqués, on va continuer à les suivre dans les années qui viennent. Donc toutes ces recommandations, elles sont sur notre site internet. Vous avez une page Parlement exemplaire, une page présidentielle 2017, une page loi confiance. N'hésitez pas à la diffuser dans vos réseaux, à vous en servir comme argumentaire ou comme à en parler. C'est aussi comme ça qu'on donne de la force à nos recommandations lorsqu'elles sont diffusées le plus largement possible. Et voilà. Si vous avez des questions sur notre actualité, sur tout ce qui est transparence de la vie publique, je serais ravie d'y répondre. Je ne sais pas, peut-être plutôt à la fin ou maintenant, je ne sais pas comment tu préfères procéder. Je vais bien présenter ma... Oui. Allons-y comme ça. Parfait. Tac. Alors bonsoir à tous, donc Julien Névaux, je suis en charge de la mobilisation citoyenne et notamment des relations avec les membres. Tout d'abord, je voudrais vous dire qu'à Transparency, depuis plusieurs mois maintenant, on a engagé une vraie réflexion sur comment mieux intégrer les membres à la vie de l'association. Donc un travail qu'on a mené avec Alain, mais aussi avec d'autres membres bénévoles, dont Jean-Pierre et Raymond qui sont là ce soir. Et donc un premier aspect, on pensait important de proposer plus d'événements auxquels vous pouvez participer pour un peu un événement comme ce soir d'ailleurs, pour mieux comprendre comment on travaille, les sujets importants, les sujets d'actualité, et aussi multiplier des interventions dans des événements qui seront publics et auxquels vous pouvez bien sûr participer. Donc des événements soit qu'on participe, des événements qu'on organise directement ou des événements qu'on co-organise. Donc d'ici la fin de l'année, on a 3 événements qui je pense sont vraiment susceptibles de vous intéresser. On aura d'abord le 28 septembre, dans le cadre d'un festival qui est organisé par l'association ATTAC, qui s'appelle Images Mouvementées. Il y aura la diffusion d'un documentaire, donc le 28 septembre, sur Raphaël Allais. Raphaël Allais, c'est l'un des 2 lanceurs d'alerte de l'affaire du LuxLeaks. L'affaire, pour vous rappeler, qui a mis en évidence des rescrits fiscaux, des arrangements fiscaux entre un grand cabinet d'audit et les autorités luxembourgeoises. Voilà, donc c'est un documentaire qui parle de Raphaël Allais, des conséquences que ça a eu dans sa vie professionnelle et personnelle de lancer l'alerte. Et donc ce documentaire sera suivi d'un débat avec plusieurs universitaires et Nicole Marie Meyer, que certains d'entre vous j'imagine connaissent, qui est notre spécialiste. Voilà, elle est malheureusement souffrante ce soir, mais c'est vraiment la spécialiste du sujet. Donc voilà, je pense que je pourrais faire sur tous ces événements, c'est vous renvoyer les informations à la suite de la réunion. Est-ce que vous avez d'ailleurs tous reçu le mail d'invitation générale sur cette... Il y avait un 3e événement qui est passé, là, qui était le 21, ouais, sur les banques et la corruption, la grande corruption financière, qui a déjà eu lieu. Donc vous l'avez bien reçu. Hein. Je fais cette petite parenthèse pour dire, quand il y a des choses qui fonctionnent pas, ou parce qu'on s'est trompé de mail, ou parce que on vous a vu arriver comme membre trop tard pour vous informer, n'hésitez pas à revenir vers moi. Et puis on reboucle tout ça avec Julien, c'est la cheville ouvrière, Julien. Et normalement ça fonctionne. Apparemment ça a fonctionné, très bien. Voilà, on tâchera d'être au plus près de vous pour vous inviter à des événements de cette nature chaque fois qu'il y en aura, parce que c'est comme ça qu'on entretient la flamme. Est-ce que tu es au cinéma les 5 compartiments ? Je pourrais vous envoyer les détails, voilà. je crois, mais... Ouais. C'est à Paris, mais je ne sais plus le nom du cinéma. Deuxième événement, un événement sur le lobbying avec un film sur lequel on est partenaire à Transparency France. Comment 101 rue Saint-Lazare. Oui, c'est ça, d'accord, comme Martin. Ouais. Le deuxième 19, là, c'est Anne, aime-moi, Espace Saint-Michel, voilà. Donc pour le deuxième, je propose de vous montrer la bande-annonce pour vous donner envie.
faut autoriser le. Ouais. From a sample cost for mine play. Is that not more? Is powerful than Canada. The terracing and which is the bonus level. In the music is what is the terracera. The real person in here got castle and the Vegas current brother. Ahmed Tabajagiri can you steal in some Russia? Kaina Pobble Alan Orapaha, the lake board the Enu. Le côté avec ta main, et après, on leur dit, ben non, mais il n'y a plus de sur le péché. Same here. Yeah. Well, yeah, but you're going to just check your fleet, indigenous people like you get to Mesha. Señor O'Brien tiene la palabra. Thank you, Chairperson. Until we joined the EU, the fishermen manage their stocks on a seasonal basis. So after joining the EU, it has been a total disaster for especially island communities. Voilà. Donc, pourquoi c'est intéressant parce que finalement c'est un film qui parle d'un pêcheur sur une île en Écosse. Ça peut paraître assez éloigné de nos sujets, mais en fait on a décidé d'être partenaire de ce film parce qu'en fait il porte en lui une vision positive du lobbying et surtout du lobbying citoyen, c'est-à-dire que d'accord, il y a clairement un lobbying de grandes entreprises, on le voit sur le secteur de la pêche ou même du tourisme, mais là c'est le combat d'un homme qui finalement va réussir à porter sa voix de citoyen pour changer les législations et faire infléchir la législation européenne. Donc voilà, on en parlera plus longuement donc, le 19 octobre et il y aura Elsa qui interviendra suite au reportage. Et si je peux compléter, au film, l'intérêt de ce film c'est surtout qu'il montre que sur un sujet il y a des intérêts contradictoires qui s'opposent. C'est ça finalement le lobbying, c'est-à-dire qu'il y a des représentants d'intérêts qui représentent des intérêts différents. Effectivement, le film, en l'occurrence, est centré sur le personnage, mais à la limite, ça c'est pas on défend pas un lobby plutôt qu'un autre, mais c'est plutôt un film qui permet de voir comment ça fonctionne, de poser des questions sur des enjeux qui sont les nôtres, à savoir la transparence du lobbying, qui en fait le lobbying participe au débat démocratique. L'enjeu c'est la régulation, pas l'interdiction du lobbying, et c'est quelque chose qui transparaît dans le film. Ça va être l'objet du débat derrière, de savoir voilà, démystifions peut-être un peu ce qu'est le lobbying, voyons comment ça fonctionne et voilà, comment des intérêts différents se confrontent, comment est-ce qu'on peut le réguler au mieux sans l'interdire, c'est pas notre position, c'est pas la recommandation qu'on porte. Voilà. Donc voilà, merci. Donc rendez-vous le 19 octobre pour ce sujet. Et puis enfin, un dernier événement, donc le président en a parlé sur la conférence sur la restitution des avoirs qui aura lieu donc, tu me dis si je me trompe, mais c'est ça le Colbert, hein, c'est confirmé à l'Assemblée nationale. Donc ça va être un temps de réflexion avec vraiment des spécialistes du sujet. Mais voilà, c'est à l'Assemblée nationale, il y a 300 places. Donc évidemment, si vous êtes intéressé, c'est un événement public. Et voilà, en tant que membre, on vous préviendra très rapidement, quoi, dès que c'est confirmé officiellement. Voilà, peut-être le deuxième slide, donc plutôt sur les actions... Ah oui, il faut revenir sur le... Voilà, sur les manières pour vous de vous impliquer en tant que bénévole, donc sur des activités de bénévolat. Donc on envisage les choses de deux manières. À Transparency, il y a des soutiens ponctuels à l'équipe. En fait, on a souvent besoin... que ce soit d'experts sur des sujets, mais pas toujours. En fait, on a souvent des besoins assez ponctuels.
Donc ça, on vous enverra dès la fin de semaine ou au plus tard le début de semaine prochaine une liste de besoins qu'on a identifiés. Par exemple, je pense qu'aujourd'hui on est beaucoup sollicité sur la corruption dans le sport. Voilà, s'il y avait quelqu'un qui pouvait nous aider, créer une première note pour défricher le sujet. Je pense que c'est des choses qui figureront dans ce mail, des petites fiches post. Mais il y a aussi des choses beaucoup plus pratiques, par exemple des compétences en graphisme pour aider Anne sur la communication. Ou je sais que la dernière fois, il y avait des étudiants qui avaient aidé le CAJAC à rédiger, Annick, je pense, des fiches pratiques sur comment faire un recours auprès de la CADA, par exemple. Voilà. C'est le type de tâche pour lequel on a besoin de nos membres. Voilà, sollicitation d'expertise. Donc on enverra un mail et puis toutes ces informations seront mises à jour en fait, sur la page adhésion du site internet qui vient d'être faite. Et deuxième aspect, c'est vraiment des projets bénévoles, vraiment plus sur le long terme. Comme ça a été le cas donc, avec Raymond sur la cartographie, la fameuse carte de la corruption, ou sur les guides, que ce soit sur le guide pour les élus locaux ou le guide des guides pratiques faits pour les salariés du privé qui ont été effectués par Baptiste avec l'aide de bénévoles. Voilà, c'est ce type de projet un peu plus sur le long terme qui demande une implication. Après, comme toujours, si vous avez des idées, des envies, on est là avec Alain pour en discuter, voilà. Même après dans la séance de questions ou plus tard. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je pense que maintenant le mieux c'est de discuter, d'ouvrir le débat, la discussion. Un rappel par rapport à ce qu'on a été amené à se dire quand on a eu l'échange téléphonique. Surtout, n'hésitez pas à venir vers nous préciser ce que j'appelle classiquement compétences et appétences, vos envies comme vos capacités, parce aujourd'hui, on peut ne pas avoir l'idée d'en faire usage et dès demain tomber sur un cas d'espèce où vos compétences particulières, vos sensibilités nous seraient utiles pour tel ou tel cas. J'ai en tête un autre exemple avec le CAJAC qui avait besoin pour une alerte, pour documenter sur le fond une alerte reçue, d'avoir quelqu'un capable de d'éplucher des textes en urbanisme. Bon, ben voilà un sujet. Vous sollicitez, ce qui n'est jamais, vous n'êtes jamais obligé de répondre oui. Hein. Il y a aussi la disponibilité, mais on viendra vers vous pour vous demander si par hasard vous n'auriez pas le moyen de nous aider sur le sujet dont on sait que vous êtes un des experts ou une compétence. Donc surtout, pensez bien à nous dire les choses. Même au fil de l'eau, ça va, on enregistrera dans les tableaux ce qui convient. Tout à fait.
vers vous pour vous